4, désormais c'est presque acquis. L'Ukraine ne pourra pas reconquérir le territoire perdu par la voie des armes, reste la voie diplomatique, affirme désormais Volodymyr Zelensky, qui se dit prêt à un cessez-le-feu avec les Russes si et seulement si l'OTAN lui apporte des garanties de sécurité. Ça fait débat depuis plus de 48 heures que cette proposition est sortie. L'OTAN peut-elle vraiment servir de bouclier à un pays occupé sur près de 20% de son territoire par les Russes? Et si ce n'est pas l'OTAN, alors qui? Volodymyr Zelensky, lui, n'envisage pas une seconde une autre option. Écoutez-le, c'était aujourd'hui. Notre agenda comprend également des travaux sur l'OTAN. L'invitation de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN est nécessaire à notre survie. Nous travaillons à tous les niveaux pour renforcer la position de l'Ukraine et de l'ensemble de la communauté euro-atlantique. Je remercie tous ceux qui nous aident. Déclaration faite dans le cadre d'une visite de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui prend ses fonctions, et du président du Conseil. On va y revenir. Mais tout de suite, on part à Moscou. Vous rejoindre Jérôme Garraud. Jérôme, on le sait, c'est la ligne rouge ultime pour Vladimir Poutine que la présence de l'OTAN en Ukraine. C'est pour prévenir cela qu'il prétend avoir lancé cette invasion sur l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on a déjà des réactions? Est-ce que c'est réellement envisageable aujourd'hui pour Moscou? Bonjour, alors non, pour l'instant, aucun officiel russe n'a pris la peine de commenter ce plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky, mais vous avez raison, Vladimir Poutine, il y a encore peu de temps, a répété qu'il n'acceptera jamais une quelconque présence de l'OTAN en Ukraine. C'est son obsession depuis plus de 15 ans que d'empêcher ça. Et si vous vous mettez dans la tête des Russes du point de vue de Moscou, ça reviendrait à avoir un pistolet braqué sur la tempe. Vladimir Poutine, en 2021, déjà à l'époque, expliquait que des missiles placés en Ukraine pourraient frapper la capitale russe en moins de 10 minutes. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose, c'est une question qui travaillait déjà Vladimir Poutine, c'était déjà un sujet brûlant, même avant la guerre en Ukraine. Donc cette position, elle est partagée, relayée ici par les médias, qui sont en fait vraiment des courroies de transmission du pouvoir. Donc je regardais un petit peu hier les actualités sur la télévision russe, et qui évoquaient assez brièvement d'ailleurs ce plan de paix proposé par le président ukrainien, en expliquant, c'était le commentaire des médias, en expliquant que ce plan de paix en fait n'était qu'une espèce de piège pour avoir un petit peu de temps pour reconstituer les forces armées ukrainiennes, intégrer l'OTAN et ensuite déclencher une nouvelle guerre qui serait là fatale à la Russie. Vous voyez, ce simple mot même d'OTAN, c'est un vrai repoussoir ici. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, en direct depuis Moscou. Christian Maigrelis, vous qui connaissez si bien la Russie, vous y allez encore régulièrement d'ailleurs. Comment Moscou pourrait-il accepter cette proposition faite aujourd'hui par Volodymyr Zelensky aux Européens, à l'OTAN, à ses alliés occidentaux? Comment pourrait-il dire oui au terme d'un tel accord? Et est-ce qu'on peut les y forcer? Puisque c'est bien sûr la deuxième question. Je crois que c'est perdu d'avance. L'OTAN, comme le disait votre correspondant à Moscou, c'est un épouvantail pour... Alors il y a une chose dont il ne se vante pas, c'est qu'en faisant ce qu'il a fait en Ukraine, il a fait rentrer la Finlande dans l'OTAN. Oui. Ça, il ne s'en vante pas. Mais il se mord les doigts de cette histoire de Finlande. Parce que la Finlande, elle avait une vocation, vous savez, enfin vous connaissez le processus de finlandisation, qui était commun. Vocation à rester neutre. Voilà, neutre, voilà. Donc ils ont déjà perdu plusieurs centaines de kilomètres de frontières avec la Finlande. Actuellement, on fait des manœuvres en Finlande pour exciter un petit peu les Russes et leur montrer qu'on est là. Ayant déjà perdu la frontière finlandaise, je ne vois pas comment ils pourraient accepter de perdre la frontière ukrainienne. Est-ce qu'ils ont les moyens de dire non? Si demain l'OTAN dit « nous accepterons à terme l'Ukraine en notre sein, nous lançons une invitation officielle, nous envoyons des troupes pour maintenir un accord de cessez-le-feu », ça ne sera pas l'OTAN, peut-être l'ONU, mais pas l'OTAN. L'ONU, c'est acceptable, mais l'OTAN, sûrement pas. Que peut faire Vladimir Poutine? La Russie est en difficulté, vous le savez bien, puisque vous y allez, on l'a dit, l'inflation est galopante. On va entendre d'ailleurs dans un instant le témoignage de femmes russes qui nous expliquent leurs difficultés, ne serait-ce qu'à remplir aujourd'hui leur panier de courses. Est-ce que la Russie aujourd'hui arrive à bout de souffle? Est-ce que Vladimir Poutine a encore les moyens de dicter véritablement ses conditions dans le cadre de cet accord s'il a lieu? Oui, je crois qu'il a encore les moyens, et pendant plusieurs années, pas simplement un an, mais je pense qu'il a les moyens pendant 2 ou 3 ans de faire ça.
au bout de ce parcours-là, la Russie sera dans un tel état économique qu'il sera obligé de tempérer et d'accepter des conditions. Il pourrait donc encore s'offrir 2 ans de combat sur le terrain, si jamais cette condition de l'OTAN reste sur la table du côté ukrainien. Ah oui, absolument. On parlait de ces difficultés des Russes à l'instant, j'aimerais vous entendre là-dessus, Christian Maigrelis. Écoutez ce que répondent ces femmes à la question, est-ce que vous avez des difficultés à remplir votre panier aujourd'hui ? J'ai acheté quelques fruits, les légumes et les pommes de terre sont très chères. Le beurre a augmenté, 30% peut-être. J'en achetais rarement, maintenant c'est sûr que je n'en achèterai plus. On fait attention à tout, tout est très cher. On ne sait pas très bien pourquoi les prix augmentent. Ah oui, on ne sait pas très bien. Il y a ceux qui disent l'économie russe résiste, elle se tient bien. Il y en a, on les entend, y compris des élus les statistiques sont truquées, européens. Hein. Oui. Les statistiques sont truquées. Oui. Hein. La vérité, la réalité, c'est ça, Christian Maigrelis ? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 21% d'intérêt. L'intérêt de la Banque centrale est de 21%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 21%. C'est énorme, c'est presque 2% par mois. Donc, les entreprises ne peuvent plus emprunter, plus personne n'a les moyens de faire appel aux banques. Donc, les banques, c'est le phénomène que j'ai connu, moi, à l'époque de la fin de Gorbatchev. C'est exactement le même phénomène. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de guerre, mais il y avait l'espace. Et l'espace, ça a dévoré l'or soviétique. Aujourd'hui, c'est l'armée qui dévore Aujourd'hui, c'est l'armée. À l'époque, il y avait deux grands postes, c'était l'armée et l'espace. Et l'espace était très, très demandeur. Bon. Aujourd'hui, là, on ne voit pas comment la crise économique russe pourrait s'arrêter. Ça va très loin. Compte tenu du fait que 40% bientôt du PNB va sur des produits non productifs, c'est-à-dire des armements. Combien de temps les Russes peuvent-ils supporter ça ? Vous me disiez tout à l'heure qu'il existait désormais un marché noir du beurre en Russie ? Il existe à Moscou, en tout cas, ça existe, oui. C'est-à-dire qu'il y a des bandes qui dépouillent des supermarchés, qui font des hold-up dans les supermarchés et qui repartent uniquement avec du beurre. C'est un pays ce beurre est vendu au marché noir sur le trottoir. Pardon de réitérer ma question, mais ça, c'est un pays qui a les moyens aujourd'hui de dicter ses conditions à l'OTAN ? C'est quoi ? C'est l'arme nucléaire, tout simplement ? C'est l'arme nucléaire, mais bien sûr. C'est l'arme nucléaire. C'est les moyens militaires qui permettent de dicter sa loi en termes internationaux. Alors vous dites combien de temps ? La Première Guerre mondiale a duré 4 ans, et dès le premier jour de la Première Guerre mondiale, les puissances centrales étaient sous embargo des puissances de l'entente. Donc ça veut dire qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, à Vienne, les gens n'avaient plus moyen de se nourrir. À Berlin, ça devenait difficile aussi, malgré l'apport de l'Ukraine qui avait été négocié avec l'URSS, et les Allemands et les Autrichiens avaient un peu pillé les ressources en blé et les ressources agricoles de l'Ukraine. Donc la Russie, là ça fait 2 ans que la guerre dure, ça pourrait durer encore 2 ans. Mais on sait que, y compris le gouvernement russe, a intérêt à un cessez-le-feu pour pouvoir de nouveau à ce que les gens vivent normalement. Mais je pense que la situation économique, globalement, dans les termes de relations internationales, c'est pas ça qui va dicter une paix ou un cessez-le-feu. Mais ça reste un pays en sursis économique. Oui, mais on l'est tous un peu, finalement, quelque part. Oui. Regarde la situation de la France aujourd'hui, oui. Tant que la foule ne descendra pas par centaines de milliers dans la rue... Ça ne change pas grand-chose. Il ne passera rien. Bon, on va revenir sur cette proposition de Volodymyr Zelensky, cet accord de cessez-le-feu. Avec vous, Kadi, notamment, il faudrait des troupes pour garantir son respect, bien évidemment. Qui dit cessez-le-feu ? Il n'y a que l'ONU qui peut faire ça. Alors, il n'y a que l'ONU qui peut faire ça. On va regarder les hypothèses qui existent avec vous, Kadi. Quelle forme prendrait cette force de maintien de la paix ? L'expression même fait polémique, hein, Kadi. Et oui, alors effectivement, le sujet, il a même été évoqué hier soir sur notre antenne. C'était dans le 22h de Niva Serin. Exactement. Alors écoutez ce qu'en disait le général Yakovlev, pour qui, vous allez le voir, toute présence des forces occidentales serait tout sauf une garantie de paix. Écoutez.
Ce n'est pas une force de maintien de la paix dont nous parlons. La force de maintien de la paix, c'est effectivement les deux parties sont d'accord. Peskov a déjà dit que nous, on ne sera pas d'accord. Oui. Voilà. Donc ça ne peut pas être ça, vous dites. Donc ce n'est pas une opération de maintien de la paix. Ce n'est pas non plus une force d'interposition comme la FINUL au Liban. Dont tout le monde dit qu'elle est inefficace. C'est une force de garantie, comme les Américains en Corée du Sud. Et que les Russes soient d'accord ou pas, on s'en tamponne le coquillard. Ça fait partie de l'accord avec les Ukrainiens. Voilà, le message est clair, donc, une force de garantie comme les Américains en Corée du Sud. Ça veut dire quoi? Alors, je vous explique. Après la Seconde Guerre mondiale, j'imagine que vous êtes au courant, la péninsule coréenne qui était divisée donc, avec le 38e parallèle, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Corée du Nord communiste, la Corée du Sud, soutien des Américains, qui est l'actuelle Corée du Sud. Après 3 ans de guerre, l'armistice donc met fin aux hostilités. Nous sommes le 27 juillet 1953. En bleu, vous voyez la présence des soldats américains, donc en Corée du Sud. Il y a aujourd'hui 28 000 soldats américains qui sont en Corée du Sud. Il y en avait 41 000, Florence, il y a 20 ans. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que ça nous dit sur l'envoi. Je sens qu'il y avait une relance qu'a dit que j'ai ratée. Qu'est-ce que ça nous dit qu'a dit sur l'envoi des troupes occidentales en Ukraine? Pardonnez-moi. Justement, ma chère Florence, vous faites bien de poser la question, puisque selon ce que dit le général Yakovlev, c'est le même schéma donc qui se dessinerait en Ukraine si cette option se concrétise, l'envoi des troupes occidentales donc en Ukraine. Et la Russie va plus loin. Regardez ce qu'on peut lire dans les colonnes de Commerçante, c'est un quotidien indépendant russe qui fait référence en la matière. Le SVR, le service de renseignement étranger, met au jour le projet occidental d'envoyer 100 000 soldats en Ukraine. Les pays occidentaux envisagent une occupation de facto de l'Ukraine, selon les Russes, et ça donnerait ceci. Vous allez voir sur cette carte, l'Ukraine serait répartie entre plusieurs pays. La côte de la mer Noire irait à la Roumanie, les régions occidentales à la Pologne, le centre et l'est du pays à l'Allemagne, et les régions du nord et la capitale de Kiev iraient à la Grande-Bretagne. Ça, ce sont les spéculations des Russes. Du SVR, ça fait beaucoup rire. Beaucoup de noms, en tout cas. Bon, c'est l'éventail, le chiffon qu'ils agitent pour faire peur. Bon, déjà, je voudrais votre réaction, Zoriana Agnac, à cette proposition de Volodymyr Zelensky. C'est un tabou qui tombe aujourd'hui. Il est ouvertement question d'un cessez-le-feu. Ça, c'est entendable, c'est acceptable après près de 3 ans de guerre pour vous? Écoutez, les forces ukrainiennes sont très fatiguées. Il n'y a pas vraiment d'issue pour récupérer militairement les oblasts annexés, occupés par la Russie. Donc ce qu'il faudrait, et c'est inéluctable, c'est que l'OTAN déploie au moins 100 000 hommes le long de la frontière des oblasts annexés, occupés, et que le ciel soit couvert, qu'il y ait une couverture aérienne contre les missiles russes. Ce serait pour moi une garantie, un maintien de la paix pour le moment. Alors, ça fait partie de ces options qu'on vient de voir avec Kadi. Alors, qu'est-ce qui est le plus crédible? Qu'est-ce qui est le plus improbable? Alors, on a dit la force de maintien de la paix. Le général Yakovlev, pardonnez-moi, dit c'est hors de question. Pourquoi exclure aussi rapidement cette possibilité, colonel? Parce que la différence, par exemple, des opérations qui ont eu lieu en Bosnie ou au Kosovo, où il y a eu effectivement une intervention de l'OTAN après l'ONU, parce que l'ONU avait été inefficiente, n'avait pas empêché le siège de Sarajevo. Alors moi j'ai connu les deux, quand je suis allé en Bosnie. Entre l'ONU et l'OTAN, il n'y avait pas photo. Entre-temps, il y avait eu les accords de Dayton. Alors maintien de la paix ONU? Non, maintien de la paix, OTAN. Oui. Et l'ONU faisait de l'interposition. En fait, elle essayait de faire du peacekeeping, mais alors ce qui veut dire maintien de la paix. Mais en fait, il n'y avait pas de paix parce que les gens se battaient. Moi, j'ai connu en 95, j'étais dans la force de réaction rapide, les Croates, les Bosniaques et les Serbes qui se battaient malgré la présence de casques bleus. Et justement, le problème que souligne le général Yakovlev, c'est qu'en réalité, il y aura quand même à la frontière de l'Ukraine une force russe capable demain ou 3 jours après, je ne vais pas dire 3 jours, ou 3 mois après la mise en place de ces forces, de débouler, comme ils l'ont fait le 22 février 2022. Donc en fait, qu'est-ce que veut dire le général Yakovlev? Et qu'est-ce que représente en Europe une force de garantie de la paix? Eh bien, la présence de soldats américains. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Union européenne n'a pas réellement
d'organisation militaire comparable à celle de l'OTAN, d'organisation militaire intégrée, avec un système d'early warning, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire, et comme l'a souligné d'ailleurs notre collègue ukrainienne, un système centralisé qui permette de dépister le moindre avion russe qui s'approche de la frontière. Ça, hors OTAN, on n'a pas, on ne sait pas faire. Ça met longtemps à être mis en œuvre ? Il faut que la technologie soit complètement compatible. Oui. Si vous voulez, il y a des accords de Berlin Plus où on a vu des troupes de l'Union européenne remplir des missions de l'OTAN, mais avec les moyens de l'OTAN. Si vous voulez, les boots on the ground, les gens au sol. Peut-être que M. Trump ne voudra pas mettre d'Américains. Là, on pourra mettre des Français, des Roumains, des Bulgares et tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Le souci, c'est derrière le soutien de commandement, le soutien renseignement, et puis la frappe. Et puis y avoir quelques otages, entre guillemets, américains au sol, qui voudraient dire que si les Russes franchissent la frontière ukrainienne, comme cela serait le cas en Corée du Nord, ils tomberaient déjà sur des troupes américaines et que les États-Unis seraient forcés d'entrer dans la danse. Pardon, mais quelle probabilité que ça se passe comme ça ? C'est la volonté de M. Trump, uniquement. La probabilité. S'il dit oui... Même si Poutine hausse le ton, dit c'est la 3e guerre mondiale, l'OTAN en Ukraine. Ensuite, si Trump le veut, ça arrivera. Avant sa volonté exprimée de faire un cessez-le-feu. Oui. Michel Berzanski. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un scénario qui soit le scénario absolu, Urbi et Orbi, qui va s'appliquer. Je pense qu'aujourd'hui, il est compliqué de voir exactement ce que fera le prochain président des États-Unis, M. Donald Trump. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que, pas pour l'intérêt des Ukrainiens et pas pour l'intérêt de l'Europe, mais pour l'intérêt des Américains, jamais les Américains ne laisseront une puissance russe être suffisamment puissante pour être la puissance en Europe occidentale. Donc de ce côté-là, ils vont trouver une sorte de compromis qui permettra que ça ne se passe pas. Sous quelle forme et sous quel motif vivendi, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne saurais le dire. Trop d'inconnus dans l'équation. Par contre, je pense qu'ils ne le feront pas pour différentes raisons. 1, pas de superpuissance en Europe en dehors des États-Unis. 2, ce serait envoyer un signe de faiblesse à la Chine. 3, ce serait ouvrir une boîte de Pandore, soit avec Taïwan, soit avec la Corée du Sud. Et effectivement, de plus en plus, quand on regarde ce qui s'est passé en Corée du Sud, on peut se dire que les oblasts, ce sera cette no man's land qu'il y a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec 2 blocs qui se font face et qui maintiendront, je dirais, une sorte de statu quo. Sauf que c'est pas un no man's land, il y a des populations qui... Oui, non, mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui... C'est la zone tampon, en quelque sorte. Les oblasts, aujourd'hui, sont quand même encore une zone de conflit, complètement détruite, pas complètement acquise par la Russie, que c'était une zone industrielle pour les Russes, mais on voit bien... que pour, par exemple, la Corée du Sud était pauvre. Aujourd'hui, c'est la partie la plus riche et la plus expansive de la péninsule coréenne. Donc ce genre de choses peuvent tout à fait se produire en Ukraine. Après, ça dépendra effectivement de la volonté des États-Unis, mais moi je suis persuadé que pour les Américains, c'est plus une question d'intérêt géostratégique et que dans ces intérêts géostratégiques, ce qui les importe, c'est le signe qu'ils vont envoyer au Pacifique. Et si, pour le Pacifique et pour les Chinois, ils doivent montrer la force, ils s'impliqueront en Ukraine.